aujourd'hui, nous faisons une émission un peu particulière. C'est une interview hors les murs de Stéphanie Cassilde. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en économie du développement, vous êtes sociologue, et vous avez fait une thèse intitulée, alors écoutez, chers auditeurs, avant que je vous lise le titre de la thèse, on va faire de la sociologie, de la catégorisation identitaire, on va parler de langage, de pigmentocratie. Voilà, en quoi la couleur de peau intervient sur nos vies. Et le titre de votre thèse, Stéphanie Cassilde, est « Choix rationnel, langage et représentation des inégalités et des discriminations, une étude des déclarations de couleur de peau dans le Brésil contemporain ». Alors, vous êtes parti au Brésil, pendant 9 mois, vous avez fait du terrain. Alors, racontez-nous ça. Alors, ce terrain a eu lieu à São Paulo en 2006-2007 et j'ai réalisé à la fois des entretiens, des observations participantes et aussi des questionnaires. Donc, il y avait vraiment une approche en méthode mixte avec un engagement quasi anthropologique fort du terrain. Alors, comment ça se passait quand vous rencontriez les gens ? Eh bien, au début, j'avais un peu peur de poser ce type de questions parce que... Quel genre de questions ? De leur poser la question de quelle est leur couleur de peau ou race, parce que c'est comme ça que la question est verbalisée au Brésil. Et il est vrai qu'ici, que ce soit en Belgique, en France, on ne pose pas ce type de questions. Et en fait, c'est une question qui est posée de manière régulière au niveau des statistiques brésiliennes. Et d'ailleurs, c'est un item qui est collecté depuis 1872 au niveau du recensement, mais aussi des enquêtes ménages, etc. En revanche, au niveau de la vie quotidienne, c'est une question qui est beaucoup plus taboue et délicate, et articuler les deux était vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette recherche ? On va évidemment l'expliciter, mais je reviens un peu sur l'arrière-fond de cette recherche. Alors initialement, il y avait une partie de hasard parce que je faisais un double cursus en économie du développement et en sociologie et j'avais envie d'avoir un sujet commun en développement pour conduire ce double cursus et rapidement j'ai pris connaissance de la situation au Brésil, d'une situation de langage particulière et l'entrée dans la littérature m'a passionnée et donc j'ai traité ce sujet-là. Alors, donnez-nous un peu d'éléments pour comprendre votre passion pour ce sujet que vous aviez recueilli dans la littérature, une idée qui vous a secoué, quoi. Alors en fait, dans la littérature qui est vraiment pléthorique et qui continue d'ailleurs à l'être, ça continue à être un sujet très débattu, publié, développé. En fait, au Brésil, il est possible d'avoir une apparence donnée, et des personnes qui peuvent présenter la même apparence en termes de couleur de peau ne vont pas forcément se décrire ou être décrites avec le même mot en termes de catégorisation ethnique. Et j'ai voulu comprendre cela. Et il y a un terme qui existe depuis les années 65 par un auteur qui s'appelle Charles Wagley, qui parlait de race sociale pour parler justement de la dimension de construction de ce qui se joue à ce moment-là, et le fait que ce soit des constructions est unanimement retenu par l'ensemble des personnes travaillant sur ce champ. Et donc pour moi, l'ambition, c'était d'apporter en compréhension par rapport à cette question-là, parce qu'en fait, il reste des éléments à clarifier pour le comprendre et le prendre en compte pour le calcul des inégalités et des discriminations. Donc c'est ça le but, c'est comprendre en quoi les représentations que les gens se font d'eux-mêmes, qui s'expriment à travers leurs mots, ont une influence sur leur situation dans la société ou bien sont le reflet de leur situation dans la société ? Il y a un mélange des deux et il y a aussi un effet au niveau de l'image sociétale que l'on a. Prenons un exemple, il y a un adage qui dit « l'argent blanchit ». Et pourquoi est-ce qu'on dit au Brésil que l'argent blanchit ? Parce que les personnes qui ont un statut socio-économique plus aisé, elles peuvent être décrites ou se décrire avec un terme plus clair. Donc, leur couleur n'a pas du tout changé, c'est toujours la même, mais le mot qui va être utilisé va être différent. Et donc, on parle d'éclaircissement dans ce cas-là. Et donc, un éclaircissement par le langage. Et donc, lorsqu'on fait des calculs de discrimination ou des statistiques d'inégalité,
Si les personnes bougent dans les catégorisations qui sont retenues pour faire le calcul, et bien finalement ça pose la question de qu'est-on en train de calculer ? Quelle est la dimension des inégalités, des discriminations qui sont attachées à l'apparence des personnes et quelle est la part qui est liée finalement au langage ? Et alors, vous venez de publier un article à ce sujet dans une revue au titre tout à fait extraordinaire. C'est l'apologie, P-E-A-U-L-O-G-I-E. L'apologie, numéro 1. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors cet article se focalise justement sur la dimension linguistique de l'éclaircissement et plus particulièrement je me suis intéressée à ce qu'on appelle l'alter-déclaration, c'est-à-dire comment on décrit les autres personnes versus l'autodéclaration, comment on se déclare, comment on déclare soi-même sa propre catégorisation ethnique. Et il faut savoir qu'au niveau de la littérature, il y a une sorte d'opposition et d'articulation aussi entre ces deux modes de déclaration, parce qu'une des questions est de savoir laquelle est la plus biaisée, la moins biaisée, la plus fiable ou non pour réaliser ces statistiques d'inégalité et de discrimination. Et l'autodéclaration a été vraiment bien étudiée. Et donc il y a le choix entre les deux divise toujours les chercheurs. Les Nations Unies recommandent plutôt l'autodéclaration et il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'approfondir ce qui se joue au niveau de l'alter-déclaration parce que lorsque j'étais sur le terrain, par hasard, certaines personnes enquêtées ont commencé aussi à me décrire. Des fois, c'était de manière fortuite pour m'aider à comprendre en tant qu'étrangère, en tant que non-brésilienne, pour m'aider à comprendre pourquoi une partie de leur famille ou une personne de la famille était décrite avec tel ou tel mot. Et donc je constituais une référence commune à l'ensemble de ces personnes qui ne se connaissaient pas. Et donc ça m'a permis de comprendre la construction de comment on décrit une autre personne. J'imagine qu'ils n'avaient pas tous la même couleur pour vous. Sans doute, mais c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question-là parce que j'ai donné vraiment le primat à leur mode de catégorisation et mon apparence les aidait à clarifier et à mieux m'expliquer ce qui se jouait. Pour les auditrices et les auditeurs, je pense qu'il est intéressant, et d'ailleurs il y a une photo dans l'article que je suis métisse, et c'est intéressant de savoir qu'on m'a donné toutes les couleurs. Donc du blanc au noir. Et donc pour moi, mes interviewés m'ont donné des couleurs allant du blanc au noir. Et donc pour moi, c'était intéressant de comprendre pourquoi, alors que mon apparence est l'apparence d'une personne métisse, on va me dire que je suis blanche, métisse ou noire. Oui, c'était ça. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Alors une fois que vous constatez ces différences dans ce qu'ils expriment, qu'est-ce que vous en faites ? Alors ce que j'en fais, c'est que je conduis donc une analyse à partir du corpus des extraits d'entretien qui concernent ce point-là. Et ça m'a permis de mettre en évidence ce que j'ai appelé 3 axes de mobilité chromatique pour l'alter-déclaration. Un axe qui est récurrent et vraiment ancré au niveau de la littérature, c'est le plus ancien, qui est effectivement l'argent blanchi. L'argent blanchit toujours. Et donc pour les personnes enquêtées, les répondants, le fait que je vienne de France en venant au Brésil, etc., ce sont des marqueurs sociaux importants pour eux qui font qu'ils ont pu m'éclaircir du coup. Donc dans leur langage, ils vous décrivent comme blanche. Certains des enquêtés m'ont décrite comme blanche et ils m'ont expliqué pourquoi. Ils m'ont décrit comme blanche. Et d'autres ont pu aussi me décrire comme noire. Alors il faut savoir qu'il y a 2 termes qui sont utilisés au Brésil. Un terme qui est réservé à la couleur noire et un autre terme qui est réservé à la dite race noire. Donc si on traduit de manière littérale, c'est assez violent en français parce qu'on va dire nègre en fait. Mais ça fait partie de la revendication du stigmate et en fait toutes les personnes afrodescendantes peuvent être décrites ou se décrire negro ou negra pour marquer cette afrodescendance. Après, ce n'est pas partagé par tout le monde, mais c'est un terme qui existe et qui porte des revendications politiques notamment. Et donc pour les personnes qui m'ont déclaré negro ou negra,
elles m'ont justifié cette désignation parce que j'ai une ascendance africaine, parce que pour elles, je dois partager des lunes en termes de lutte contre la discrimination, etc. Donc c'est aussi un terme qui a été utilisé pour me décrire et on m'a expliqué ça de cette manière-là. Donc le premier axe, c'est l'argent blanchi et il en reste deux. Alors, je viens d'en citer un, c'est-à-dire qu'au niveau de la revendication du stigmate, c'est ce que j'ai appelé l'axe identitaire, pour poser une identité noire qui se revendique pour être valorisée, tandis que au niveau de l'histoire du Brésil, c'est une identité qui a pu être fort dévalorisée. Donc ça, c'est un autre axe. Et le troisième axe, c'est l'axe que j'ai appelé l'axe de courtoisie, où les personnes voient bien que me concernant, je ne suis pas blanche, mais ils vont choisir ce terme-là par courtoisie, pour ne pas choisir un terme trop foncé, entre guillemets. Voilà. Et donc, ça peut être une marque dite de courtoisie. C'est marrant, il semble y avoir contradiction entre les deux derniers axes. Oui. Parce que certains vont vous blanchir pour vous faire plaisir et d'autres vont vouloir vous noircir par revendication identitaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer le positionnement fort que les personnes peuvent avoir par rapport à ces constructions, qu'il y a une réflexivité par rapport à ces constructions et qu'on peut en ressortir des thématiques. C'est vraiment un fait social. Et c'est pour ça que c'est un champ qui relève vraiment aussi de la sociologie. Et donc ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont faire les mêmes choix, mais l'ensemble de ces choix coexistent au sein de la société, et le fait de constituer un référent unique à décrire pour toutes ces personnes m'a permis de comprendre et de mettre cela en évidence. Alors le premier axe, lui, il a l'air plutôt lié à l'économie. Il est lié à l'économie et c'est historiquement le plus ancien. Et d'ailleurs, ça fait référence au terme de pigmentocratie qui a été mis en place par Alejandro Lipschutz, qui est un auteur lusophone, d'Amérique. C'est un auteur hispanophone, en Amérique latine. C'est un ouvrage de 1937 puis 1944. C'est lui qui a mis en exergue ce terme de pigmentocratie. Et en fait, à partir des termes qui étaient déclarés et du niveau socio-économique, il pouvait vraiment faire une collinéarité entre les deux. C'est pour ça qu'il a parlé de pigmentocratie. Et effectivement, donc le Brésil est est le pays qui a aboli l'esclavage le plus tard, c'était en 1888. Et donc, il y avait une pesanteur socio-économique importante si on était descendant d'esclaves ou pas par rapport à son destin ou par rapport au positionnement socio-économique qu'on pouvait avoir. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, les personnes qui connaissaient une ascension sociale, donc il y a même des anecdotes qui sont rapportées, c'est qu'on ne peut plus dire que la personne même est mulâtre, etc., parce que c'est une personne qui a obtenu un certain grade au niveau de la société. Et donc soit il y a dans la littérature des anecdotes qui montrent que les personnes évitaient de décrire la couleur, la catégorisation de la personne, ou alors qu'ils choisissaient un terme plus clair pour le décrire. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette séparation entre, ou cette émergence d'un phénomène purement linguistique, où le physique des personnes ne change pas. Encore à l'époque de cette recherche, les crèmes éclaircissantes sont fort peu usitées, parce qu'en fait, elles sont très chères. Alors, il y a une manipulation au niveau des cheveux pour les lisser, mais pour les personnes qui souhaitent les lisser, après sous un angle de revendication du stigmate, on évite justement de manipuler, de lisser ses cheveux, mais il y a cette dimension qui est la plus ancienne de l'argent blanchi. Et en fait, ces différents axes marquent une certaine évolution aussi au niveau historique. Donc l'axe identitaire est beaucoup plus récent. C'est à partir du moment où il y a une revendication, une valorisation de l'identité afro-brésilienne.
Et ce terrain ayant été réalisé il y a un peu plus de 10 ans, je serais vraiment très curieuse de retourner au Brésil pour voir actuellement comment se pose cette question. Peut-être un nouvel axe a-t-il émergé, et notamment on a maintenant une dizaine d'années de recul sur les politiques de quotas pour accéder aux universités publiques, qui sont les meilleures au Brésil. Et donc je me demande, tiens, est-ce que cela a eu un effet sur la manière de construire ou pas ce mode de catégorisation. Et bien sûr, ce qui se passe actuellement au Brésil au niveau politique serait intéressant de voir quels pourraient être ou pas les effets en termes des modes de catégorisation. Donc c'est une recherche qui dévoile au fond pas mal de souffrances. Oui, je pense qu'on peut dire ça aussi. Puis à travers les souffrances, il y a des luttes pour la reconnaissance, le fait que ce soit un point d'entrée central par rapport à l'identité nationale au Brésil. C'est vraiment une question très importante par rapport à l'identité nationale. Et donc ça raconte plein de choses de l'histoire brésilienne, que ce soit à travers des termes qui ont pu être utilisés. Concernant l'éclaircissement, par exemple, à un moment donné, on a pu entendre « clarear la barriga », littéralement clarifier le ventre, pour dire clarifier la descendance. Et donc pour les personnes qui souhaitaient faire ça, il s'agissait de se mettre en ménage avec des personnes plus claires pour avoir une descendance plus claire qui aurait plus d'avenir. Donc ça raconte beaucoup de souffrances, et ça raconte autant de souffrances de poser, de revendiquer une identité pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit valorisée. Donc c'est vraiment intéressant sous cet angle-là, et quel que soit le point d'entrée dans la matière, parce qu'en fait il y a une opposition entre des personnes qui souhaitent plutôt utiliser, on parle de catégorisation binaire, donc vraiment raisonner en termes de blanc versus noir. Donc en portugais on va dire, donc ça va être negro, branco, et d'autres personnes qui préfèrent utiliser un continuum de couleurs, de termes de couleurs. Et dans certaines enquêtes, des fois on en a dénombré plus d'une centaine, 136, 143 termes, pour décrire toutes ces tonalités. Mais que l'on utilise l'un ou l'autre mode de catégorisation, ou l'un ou l'autre nombre de termes, quelque part, je me suis rendu compte sur les terrains que les personnes étaient tout à fait capables de raisonner dans les deux types de référentiels, et donc qu'il faut les articuler pour gagner en compréhension par rapport à ce qui se joue à travers ces catégorisations. Ils jouent sur les deux tableaux, blanc, noir et toutes les couleurs. Ils sont capables de se situer dans les deux référentiels parce qu'on ne sait jamais face à qui on est au niveau du référentiel. Donc j'ai pu noter une aisance dans les deux, même si on peut avoir un mode privilégié ou qu'on préfère, mais les personnes savent utiliser les deux. C'est extraordinaire, ce talent caché que vous mettez en évidence. Je parle du talent caché des gens à avoir cette subtilité d'appréciation, de distinguo, même si ça ressort d'une histoire assez difficile et terrible, mais il faut mettre ça en évidence. C'est le talent des règles sociales. Donc, Et alors, comment votre thèse a-t-elle été reçue par les Brésiliens, ou votre article? Alors ça dépend des endroits. Donc quelle a été leur réaction en gros à vos travaux? J'ai eu deux types de réactions extrêmes, soit des réactions très positives et enthousiastes par rapport à ce qui avait pu être mis en évidence, soit à l'opposé, des réactions très violentes parce que ça touche à certains points, et le fait de conserver en fait les deux modes de catégorisation en parallèle pour le cadre de référence a pu être vécu de manière agressive. Alors on va terminer, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Stéphanie Cassilde, sur quoi débouche votre travail? Quelles sont les recherches futures, ou quel est leur usage plus pratique, s'il y en a un?
Alors l'usage pratique, ce serait effectivement de parvenir à voir quel est l'effet sur les mesures d'inégalité et de discrimination. Parce que finalement, j'ai créé un modèle de mobilité chromatique pour mettre en évidence comment ça se construit. Et j'ai vraiment entendu le fait qu'on parlait de distance, quand on parle d'éclaircissement, d'assombrissement, c'est bien un mouvement qu'on est en train de faire. C'est pas juste le choix d'une catégorie, mais c'est le choix d'une catégorie par rapport à une autre. Et par rapport à une autre catégorie qui est idéale, qui n'est jamais nommée. On ne dit pas je suis de telle couleur et je vais me déclarer de telle autre. Il n'existe que les déclarations dans l'espace social. Et donc, dans l'idéal, ce serait de parvenir à mobiliser cette construction pour voir, in fine, quelle est la part du langage et quelle est la part de la matérialité physique dans les mesures d'inégalité et de discrimination. C'est ça, en clair, si je peux dire, quelle est la part de la subjectivité langagière ou de comment les gens se ressentent, et puis s'il y avait des mesures objectives, en quoi c'est parallèle ou il y a des discordances. Et une subjectivité langagière qui est une construction sociale, et donc quel est l'effet de la construction sociale sur les mesures d'inégalité et quel est l'effet de la matérialité physique sur les inégalités. Les deux étant le symptôme d'une même difficulté, d'une même problématique, mais selon que ça vienne du langage ou pas, peut-être qu'on peut proposer d'autres sources d'action. Mais si ça ne vient pas du langage, ça viendrait de mesures, mais c'est terrible ça. Ce serait terrible, mais il existe toujours des inégalités, de la discrimination sur la base de la couleur qui est observée, oui. Donc finalement, ce que vous mettez en évidence de façon indirecte, c'est combien la société brésilienne est stratifiée, un peu à l'image de la société indienne, mais d'une façon différente. Oui, et c'est quelque chose qui est aussi unanimement reconnu et souligné au niveau de la littérature, cette stratification au niveau du Brésil. Et donc l'enjeu est toujours d'en comprendre plus finement les rouages, de sorte à proposer des modes d'action. Après, chaque société a sa complexité dans son mode de catégorisation et de différenciation privilégiée. Merci beaucoup Stéphanie Cassilde d'être venue nous expliquer les détails de cette recherche assez subtile. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous avez un doctorat en économie du développement. Merci beaucoup. Et Alain, je vous rends l'antenne.